Compréhension orale. Écoutez la vidéo et cochez vrai ou faux. Il est ridicule de croire qu'un chiffre peut résumer quelqu'un. Les vrais tests de QI se font chez des psychologues agréés, car il faut savoir les interpréter en les mettant en rapport avec le passé d'un individu, son présent, sa personnalité. Le QI permet d'évaluer l'intelligence, de comparer les individus. Mais nous permet-il de savoir si notre intelligence a évolué depuis que Binet l'a inventé il y a plus d'un siècle? Réussissons-nous mieux aujourd'hui les tests de QI? C'est en Nouvelle-Zélande qu'on a apporté pour la première fois une réponse à cette question. C'est ici que James Flynn a fait une découverte surprenante que les scientifiques du monde entier ont baptisé l'effet Flynn. Après avoir passé au crible des dizaines et des dizaines d'études, James Flynn a montré que depuis plus de 60 ans, nous réussissons mieux les tests de QI. Est-ce que cela signifie que nous serions devenus plus intelligents que nos grands-parents? Un changement de QI ne signifie pas forcément un changement d'intelligence. Un exemple simple pour le comprendre, vous faites passer le test d'intelligence une première fois aujourd'hui. Vous le redonnez au même sujet demain. Il y a un effet d'apprentissage, il va réussir un peu mieux, il va avoir des scores un peu meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu plus intelligent, ça veut juste dire qu'il est un peu plus familier avec la façon de passer le test. Avec l'intelligence, il ne faut pas se fier aux apparences. De meilleurs scores au test de QI ne nous disent pas que nous serions plus intelligents. Nous sommes juste mieux préparés pour réussir des tests de QI. Notre intelligence est comme un muscle que nous avons entraîné pour en exprimer tout le potentiel. Mais à force de nous entraîner, nous avons peut-être atteint nos limites. Les chiffres le prouvent. Après des décennies d'augmentation, les résultats au test de QI plafonnent. Ils diminuent même dans certains pays, comme l'Angleterre, le Danemark ou la Norvège. Les premiers outils permettant d'évaluer l'intelligence ont été inventés il y a plus d'un siècle. On s'inspire toujours des théories imaginées par Sir Francis Galton et Alfred Binet. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin. Plutôt que de mesurer ce que l'intelligence produit, intéressons-nous à l'organe qui produit l'intelligence. Le professeur Ayer a été l'un des pionniers dans l'utilisation des techniques de neuroimagerie moderne. Sa première étude date de 1988. Souvenez-vous de la première fois que vous avez conduit une voiture. Le premier jour, dans un grand parking vide, avec quelqu'un assis à côté, et vous tournez le volant et vous pensez « Maintenant, il faut que je freine ». Mais aujourd'hui, vous conduisez au milieu de la circulation dans une ville que vous ne connaissez pas, et malgré ça, vous pouvez discuter avec quelqu'un. Votre cerveau est bien plus efficace pendant que vous conduisez. Donc, les hauts niveaux d'intelligence ne sont pas forcément liés à un cerveau qui travaille plus, mais à une transmission plus efficace de l'information entre les zones importantes du cerveau.